Alors, bonjour mesdames et messieurs. Alors, c'est Normand Pinard pour une autre conférence en direct où vous avez le droit de me poser des questions. Alors, je vais attendre tranquillement que les gens arrivent. Bonjour Marie-Marguerite, Michel, c'est un grand plaisir. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, là, ça commence à arriver. Naria, n'oublie pas que tu es privilégié pour me poser des questions. Tu es abonné. Alors, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Bonjour Louise. Joker. Ok, Joker, c'est bon. Jean-François. Alors, le son est bon, je pense. Oui, j'ai testé. Ça ne devrait pas avoir de problème. Ça arrive, hein, on est déjà rendu 15. Ça fait une minute que j'ai ouvert. Ça augmente. 15, 16, 17. Non, c'est pas nécessaire de lever la main. De toute façon, je pourrais pas l'avoir. Euh, bon dimanche. Vous aussi, bon dimanche. Ici, c'est très, très beau. C'est une belle journée. C'est une belle journée. J'en ai profité pour faire un tour tantôt. Oh là là, Normand. On est rendu à 19. Donald, c'est un plaisir. Tu vas faire partie des gens témoins de la conférence. Là, ça me dit que je dois placer mon appareil droit. Bonjour, Donald. Donald, ça a été mon complice de motocyclette. Alors, oui, on a eu une rage qui a duré 6 ans chez moi. Et Donald en fait toujours. Alors, moi, ça fait un bout de temps que j'ai laissé. Bon, alors, bonjour Yeshua. Si je le prononce comme il faut, hein, on est rendu à 17. Je vais attendre que ça monte un peu plus. Eh bien voilà, écoutez, si vous avez des questions, on peut commencer maintenant. Les questions d'ordre métaphysique. Je garde mes grosses lunettes pour pouvoir les lire. Salam. Mimita. Salam. Suzanne, bonjour. Jérémy, Dany. C'est un immense plaisir. C'est les nouveaux films. Hein. Les films, on bouge beaucoup, mais je vais essayer de bouger un petit peu moins, mais j'aime ça quand même. Mettre ça sur un trépied, ça fait un peu statique. Nathalie. Ah ben ça, c'est un plaisir, Nathalie. C'est un plaisir de voir que vous êtes tous disponibles. On est rendu à 20. Là, je ferme le... je ferme l'émission. Non, non, on y va à 30, 35. On va essayer de battre un record. Alors, écoutez, ça me fait immensément plaisir si vous avez des questions, des choses qui vous passent par la tête, des expériences étranges que vous avez vécues avec le paranormal. Donc, on est là, puis on y va comme ça. C'est le fun, hein? On est rendu à 21. Je vais en profiter pour refaire un petit message. Il y a quelque chose de nouveau, en fait. Puis je pense que c'est honnête, puis c'est une proposition qui pourrait vous intéresser. Alors, pour 68 euros, 56, donc 68 euros. Donc, c'est un abonnement à 100 $ canadiens, l'équivalent de 100 $ canadiens. C'est valable jusqu'au 1er janvier 2020. Alors, vous pouvez vous abonner annuellement. Et ce que ça vous offre, c'est toutes les conférences que je fais ici. Vous allez les avoir en filmé chez vous. C'est-à-dire, je vais vous envoyer un lien ou le fichier, puis vous allez pouvoir regarder la conférence que je vais avoir filmée ici, chez moi. La différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient tu ne viens pas nous voir en France? Alors là, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les conférences privées qui se font ici. Alors, ça, c'est la première chose, mais ce n'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose. Dans l'abonnement, il est inclus une consultation de 30 minutes. Alors, mes consultations, vous connaissez les prix, c'est 100 $. Alors, pour ce même prix-là, vous avez mes conférences
Et vous avez aussi un avantage, c'est que vous avez des priorités à me poser des questions quand on fait un Facebook direct. Quand on Facebook direct. Il y a des gens, il y a une ou deux personnes qui trouvaient que c'était un petit peu violent qu'on frappe un book. Pauvre vous, voyons donc, excusez-moi pour le micro. Il est en peluche. C'est un montage photo, là. On n'a pas. Là, c'est une très vieille image, d'ailleurs, ça date de 1998, lorsque Facebook a commencé. Donc, je vous en prie, ne soyez pas, comment je pourrais dire, dans la sensiblerie. Frapper de la peluche n'a jamais fait de mal à aucun book. Alors, j'aime beaucoup les animaux, vous le savez que j'adore les animaux. Je suis toujours avec des chats, des chiens, des oiseaux, des mésanges qui viennent manger dans mes mains. Alors, c'est sûr qu'il faut voir ça. Faut avoir de l'humour un peu, là. D'accord? Alors, voilà pour l'abonnement. Alors, je le répète, pour 68 euros, 68,56, donc 100 $ canadiens. Ça vous donne droit aux conférences que je vais enregistrer ici. Ça vous donne droit, donc, normalement, ils ne sont pas diffusés en public, bien entendu. Donc, je vais vous envoyer ça par fichier, par mail ou par Messenger. Ça vous donne droit ensuite à avoir de la priorité sur les questions, puis ça vous donne droit à une consultation de 30 minutes. Donc, je pense que c'est une aubaine. Pour les gens qui aiment mon travail, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'équipements. Les caméras, ça ne se paye pas tout seul. Alors, c'est intéressant, l'éclairage, tout ça, les micros, tout ça, c'est pas que mon équipement coûte une fortune, mais ça coûte quand même de l'argent. Le temps aussi que je place dans ça, puis il y a des gens qui assistent à mes conférences qui payent, alors je vois pas pourquoi cette espèce de gratuité, je veux faire quelque chose, mais je pense que je ne demande pas un prix qui est énorme. Je coûte beaucoup moins cher que de la weed. Et pour partir, puis j'ouvre vraiment la conscience. Puis vous allez l'ouvrir à votre rythme. On se comprend. On se comprend, d'accord? Je pense que je vaux pas mal plus que des drogues, là. Bon. Mais, s'il y en a qui sont drogués sur moi, je suis pas responsable, là. Additif, il y a des gens additifs. Cathy, c'est un plaisir. Eva, c'est un immense plaisir. Kaz, Ahmed, Kohn, c'est un immense plaisir. Mais vous avez un nom qui ressemble à quelqu'un qui joue dans Star Wars. Camille, non, c'est parce que c'est des noms atypiques. Kaz, Ahmed, Camille, Jean-Philippe, on est rendu à 22. Alors voilà, je comprends qu'on se voit, mais ça serait quand même gentil. Oh, oubliez pas les cœurs, oubliez pas les trucs sourires, j'aime bien ça. OK, première question de Baptiste. Le remote viewing est-il quelque chose que l'on peut apprendre à maîtriser, à dompter? Tout ce qui est paranormal peut s'apprendre. Je veux dire, c'est une sensibilité qu'on peut développer. D'accord? Ça n'appartient pas à un groupe de personnes en particulier. C'est quelque chose qui s'apprend. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de muscles, puis ils commencent à faire de la musculation, on les retrouve avec des corps étonnants. On peut retrouver une santé aussi, des fois, en bougeant un tout petit peu. Alors oui, le paranormal, tout ce qui relève du paranormal, le remote viewing, c'est quelque chose qui peut apprendre à se maîtriser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai invité des gens ici dans un atelier. La première fois que j'ai fait un atelier, on a fait un petit dessin, on l'a placé dans une enveloppe, et puis on a demandé aux gens qui participaient de deviner ce qui était dans les enveloppes. Et on a atteint à peu près 95% de résultats exacts. Il y a d'ailleurs une personne qui a participé à cette expérience, c'est Nathalie. Je pense que Nathalie, tu étais là. Ça remonte environ à 3 ans, 4 ans. Et 3 ans et demi. Et la réponse, c'est oui. On peut apprendre le remote viewing. Pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le remote viewing, c'est d'aller voir ailleurs ou se projeter au-dessus de son mental, son esprit, en
en dehors de notre corps. Ça ne veut pas dire qu'on sort de notre corps, mais on a accès à des informations en dehors de notre corps qui nous permettent d'avoir des informations sur ce qui peut être dans une enveloppe que personne n'a vu. Donc, ce n'est pas de la télépathie, puisqu'on ne peut pas aller chercher l'information dans des gens. C'est les gens, je leur demande de fermer l'enveloppe, puis on l'ouvre seulement à la fin, après l'avoir deviné. Ah ouais, oui, le remote viewing peut apprendre à se maîtriser, à se dompter, comme écrit Baptiste. Ou seulement lorsque nous sommes prêts. Non. Non, parce que le remote viewing, ne fait pas partie de la conscience de l'individu. Le remote viewing, c'est un phénomène de la sensibilité psychique. Ça fait partie de la sensibilité psychique de l'individu de se projeter dans l'espace puis dans le temps. Mais ça ne fait pas partie de la conscience. La conscience, c'est vraiment un travail sur soi. C'est vraiment quelque chose qui permet de passer à un autre niveau de la compréhension de la réalité. C'est un petit peu plus difficile à acquérir parce que ça prend un peu plus de temps avec le conditionnement qu'on a reçu, parce que c'est apprendre à voir le monde d'une manière qui est totalement différente de celle qu'on a été éduqué. Donc, c'est vraiment voir le monde sous un angle de 360 degrés. Donc, c'est vraiment adhérer à quelque chose de fantastique. Donc, la conscience, c'est autre chose. Maîtriser le paranormal, c'est que lorsqu'un individu adhère à de la conscience, ce qui est très intéressant, homme ou femme, il peut, en contrôlant ses pensées, en changeant son point de vue sur le monde, il peut changer sa réalité au niveau de l'espace et du temps, puis de son corps, c'est-à-dire avoir une santé qui est meilleure. C'est ce que fait de la conscience. Donc, la conscience, l'être humain, la pensée de l'être humain, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose qui agit. Donc, il y a beaucoup de gens qui attirent toutes sortes de problèmes. C'est souvent les mêmes personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai beaucoup de difficultés dans ma vie. Je n'ai que des problèmes. Et souvent, on s'aperçoit, je vois un petit peu dans l'enfance, puis je vois souvent des gens qui ont une estime d'eux qui n'est pas fantastique. On peut avoir des épisodes négatifs, mais elles vont finir par s'estomper. Mais dans le cas des gens qui ont un piètre estime d'eux, ça reste. Alors, le pouvoir d'attirer des événements est toujours en fonction. Passer à la conscience veut dire qu'on choisit. À ce moment-là, si on choisit des choses qui sont agréables. C'est ça la différence. Alors, tout ce qui concerne la parapsychologie, tout le reste, c'est des techniques. C'est des techniques. Par exemple, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ait de la conscience ou qu'il n'en possède pas. On peut très bien faire un rêve prémonitoire. On ne fait pas d'exercice sur des rêves prémonitoires. Je veux dire, on en fait. C'est sporadique. L'expérience du paranormal, elle est sporadique. Chez un individu qui est conscient, elle peut être provoquée. Donc, on peut, par rapport à l'événement, on peut transformer réellement sa vie par sa volonté, puis par notre état d'être. Donc, c'est un changement de la perception que l'on a de soi et du monde. Je vais passer à l'autre question. Alors, remote viewing. Voilà que j'ai mon chat qui se promène. Il est bien, je l'adore. Alors, on est déjà rendu à 29, c'est assez fantastique. Avez-vous des questions? Maintenant qu'on est tous arrivés, où se termine notre responsabilité et où commence le destin dans cette grande histoire? La responsabilité commence avec la conscience. Parce qu'un individu qui n'a pas de conscience ne se sent pas responsable. Alors, il se fait toujours avoir, il est toujours aux prises avec un paquet de problèmes. Ça vient avec la conscience. Il n'y a pas de responsabilité en dehors de la conscience. Parce qu'on est mené par les événements, puis on est mené par notre force
à émaner des pensées négatives, puis on ne sait pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on est responsable, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on fait arriver les événements. À partir du moment où il y a de la conscience, il y a de la responsabilité. La responsabilité s'engage également à un pouvoir. Oups! Là, on vient de switcher, mettre le commutateur au pouvoir. C'est-à-dire, être conscient, c'est être au pouvoir de sa vie. Donc, il y a une responsabilité. Parce qu'à ce moment-là, l'individu décide. Il prend des décisions. Voilà. Il prend des décisions qui vont le placer dans l'espace, dans le temps, dans la synchronicité, de faire arriver les événements. Voilà. Alors, je veux revoir la question où se termine notre responsabilité. Notre responsabilité ne se termine jamais quand on est conscient. Où commence notre destin? Je dirais qu'avec la conscience, notre destin peut s'arrêter parce que on intervient. Donc, on n'est plus soumis à la loi akashique et à l'âme collective. Donc, en ayant une véritable personnalité, une véritable force, ce qui se produit, c'est qu'on a le pouvoir, à ce moment-là, quand on change les événements, de ne plus être prédestiné. Donc, le destin, c'est nous qui le décidons. Notre état d'être. Je ne passe pas mon temps à me dire il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Je me calme. Je charge ma batterie intérieure dans la nature. C'est très rare que je réfléchis. Je déguste la vie. Des fois, les choses sont très étranges. J'accède à beaucoup d'informations. Lorsque simplement je vais mettre de la vaisselle dans le lave-vaisselle, ou je vais rincer la vaisselle, je peux avoir beaucoup de flashs. C'est au moment où je suis complètement en dehors du mental que j'ai des flashs. Et j'ai des flashs sur ma vie, sur les choses que je peux faire, que je peux améliorer. Alors imaginez-vous, la vaisselle, je la fais tous les jours. Alors, il y a beaucoup d'occasions qui se présentent. Donc c'est au moment où je débranche. J'ai déjà eu des flashs sous la douche, tout seul. Et je veux dire, j'ai des flashs quand c'est complètement le mental. Il n'y a plus de mental. Ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas, mais il y a des périodes où on est concentré, ou comme laisser couler l'eau sur son corps, des sensations qui sont assez agréables. Et puis, en se faisant un café. Donc, ça se produit aussi dans la nature, bien entendu. C'est des moments où on ne réfléchit pas. Ça devient un état d'être. Et l'état d'être a le pouvoir de créer. Alors, ça met fin à la destinée. À ce moment-là, on se prend en charge. La pensée est créatrice. Dommage que l'inconscient soit basé sur la destruction. Oui, mais je vais lire la question complète. La pensée est créatrice. Dommage que l'inconscient soit basé sur la destruction de la Terre. Bon, d'abord, premièrement, le « nous », je ne l'emploie pas tellement. On va parler de le « je ». Parce que je ne peux pas compter sur un monde pour se libérer. On oublie ça, là. Puis la Terre, elle va s'ajuster quand nous, on va être ajustés. Sinon, elle va se débarrasser de nous. Soyez certains de ça. La Terre n'est pas là pour subir la destruction de l'être humain. La Terre, là, c'est un organisme qui va se régénérer pendant très, très, très longtemps. D'accord? La seule chose qui va détruire la Terre, c'est dans 4 milliards d'années. C'est quand le Soleil va être assez vaste, puis qu'il va brûler la Terre. Mais je veux vous dire ceci, que même si on aurait si on avait un astéroïde qui frapperait la Terre, ça détruirait toute forme de vie. Au bout d'environ à peine 30 000 ans, la vie reprendrait complètement sur Terre. La Terre, elle a une âme
régénérative. Elle se régénère. On ne peut pas détruire la Terre. Pas du tout. C'est impossible. Mais on peut détruire l'être humain qui est sur la Terre. Ce qui n'est pas utile à l'intelligence est détruit. On ne peut pas détruire une planète comme la nôtre parce que c'est trop puissant. Même quand il y a eu une planète immensément grosse qui a frappé la Terre, ça a créé la Lune. Ça remonte à 4 milliards d'années. Ça a créé la Lune qui faisait partie de la Terre. Puis de l'autre planète aussi. Puis ça finit par devenir une belle Lune ronde. Puis la Terre aussi. C'est une belle planète ronde. Presque ronde. Et je dis ça parce que c'est légèrement aplati, mais pas beaucoup. C'est pas la Terre plate, là. Alors, c'est une belle planète ronde. Et la Terre a une possibilité de régénération qui est géniale. On ne peut pas détruire une planète comme la Terre. Mais l'homme peut se détruire. Toute forme de vie peut disparaître aussi pendant un certain temps. C'est à souhaiter simplement que... Alors, c'est dommage pour l'homme, c'est pas dommage pour la Terre. D'accord? Basé sur la destruction de la Terre, et que nos dirigeants sont irresponsables. Nos dirigeants sont irresponsables, mais est-ce que les gens qui les mettent au pouvoir le sont? Question, n'est-ce pas? Peut-on agir sur une autre personne? Oui. Moi, j'arrive à changer les événements, mais j'ai une sœur handicapée, léger mentalement. Comment faire pour aller vers plus de conscience? Vous parlez de votre sœur? Question. Alors, je vais relire. Peut-on agir sur une autre personne? Oui. Parce que nous autres, on fait des méditations pour aider le monde à se soigner. Moi, j'arrive à changer les événements, mais j'ai une sœur handicapée légèrement mentalement. Donc, vous voulez me dire, est-ce qu'on peut l'aider? Oui. Ça fait partie des pouvoirs de l'être humain, ça. Moi, j'utilise la lumière. Parce que c'est pas coloré par... La lumière, ça passe facilement. Quand je dis lumière, je veux dire énergie. J'utilise l'énergie. J'enveloppe toujours la personne d'une énergie blanche lumineuse. Puis je lui ordonne une fonction de réparation. Donc, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui se fait à distance. C'est un petit peu ce que faisaient les curés autrefois, mais à travers la croyance. D'accord? Il y a encore ces croyances-là aujourd'hui. C'est correct. C'est comme ça. Jérémie, une question très courte, très intéressante. La pensée est polarisée, toujours. Toujours. Parce que dans la tête de l'être humain, il y a toujours du doute. Peu importe ce que vous allez penser, vous allez susciter le contraire. Penser, c'est douter. Penser, c'est faire entrer du doute. Alors, si je pense à quelque chose de blanc, le blanc existe seulement en fonction du noir. Si je pense au noir, ça va être le blanc. Donc, le problème du mental émotif. Je ne parle pas du mental qu'on met sur papier. C'est-à-dire, si vous voulez construire un avion, par exemple, puis vous écrivez comment construire l'avion, il n'y a pas d'émotivité dans la construction de l'avion. C'est noir sur blanc. C'est sur une feuille de papier. Donc, il n'y a pas d'émotion. On va tranquillement construire un avion, puis on va avoir une technologie extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons présentement une technologie qui est assez fantastique. Maintenant, pourquoi le mental qui va créer un avion devient-il un embêtement pour l'être humain qui va utiliser le mental? Bien, parce que là, le mental, il est émotif. Puis dans les émotions, il y a du doute. Dans les émotions, il y a de la crainte et il y a de l'angoisse. Et ça va générer la contrepartie. Par exemple, désirer quelque chose mentalement, c'est souffrir de ne pas la posséder, cette chose-là. Donc, la souffrance va être amenée par le mental parce qu'il y a un désir de dire, s'il y avait telle personne, je serais heureux. Alors, regardez la commande ici. S'il y avait une autre personne, je serais heureux. La problématique, c'est que si elle n'est pas là, je suis malheureux. C'est ça la commande. Donc, le mental, lui, va obéir exactement à la pensée.
C'est-à-dire, OK, tu as besoin de quelqu'un pour être heureux, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, si vous ne l'avez pas, le mental va créer une magie qui fait que vous allez être malheureux. Sans la réalisation du projet, sans que l'autre entre dans votre vie, comprenez-vous? C'est exactement une loi qui est très claire, qui est émise par le mental. Alors, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on pense. Je suis bien et je serais encore mieux s'il y avait une personne dans ma vie. Alors ça, c'est différent, là. C'est toute une programmation de se défaire du mental ordinaire. Alors, c'est polarisé à cause des émotions, puis parce qu'on commande mal, parce qu'on pense mal. D'accord? Alors, je regarde pour les questions. On entend beaucoup parler des archontes. Et le monde se fait peur avec ça. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas c'est quoi des archontes. Ceux-ci ne sont-ils pas tout simplement nos parts, nous-mêmes, des équilibres que l'on a personnifiés? Ça ressemble beaucoup à ça. On disait de Satan qu'il était légion. Excusez-moi si ça bouge beaucoup. C'est légion parce que le mental de l'homme, il est en 1000 morceaux. Nous avons une personnalité divisée. Dans ce sens-là, on a un mental divisé. On essaie de savoir qui nous sommes, alors qu'on est infini. Il est très difficile de se positionner dans l'infini, parce que tout est possible. Alors, j'en reviens au satanisme quand je dis qu'on est légion, on est divisé. C'est l'individu qui ne passe pas à la conscience, il est divisable. L'individu qui passe à la conscience, il est divinisé, il devient divin. Donc, devenir divin veut dire qu'il n'y a plus de partie de brisure. L'être humain n'est plus un puzzle, il est un morceau cohérent, parfaitement bien réuni, avec un mental clair, puis ça lui permet de faire arriver des événements avec une plus grande facilité. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il veut. Il n'est pas divisé dans le mental, il n'y a pas d'émotivité dans le mental. Alors à ce moment-là, c'est extraordinaire pour faire arriver des événements dans le mental, pour faire arriver des événements dans la réalité. Il n'y a plus de différence à un moment donné entre l'état du mental puis le mécanisme des matériaux de la réalité. Ce sont la réalité, c'est de la pâte à modeler sur laquelle finissent par se modeler toutes nos pensées. Alors, l'individu ordinaire, il est divisé. Donc, il est en morceaux. Lundi, il pense d'une manière. Mardi, il pense à une autre femme. Dimanche, il est ailleurs. Lundi, il change encore. Vous savez, dans une journée, on peut varier énormément d'état et de nos humeurs. Mais c'est que l'état de nos humeurs et notre émotivité dans le mental fait arriver des événements. Puis les événements arrivent selon nos états d'être. Alors, un individu qui passe à la conscience, c'est quelqu'un qui s'arrache aux états du monde, aux états de sa pensée. Il est calme. Il vit au cœur de sa sérénité. Il est tranquille. Ici, c'est paisible. Et les événements qui lui arrivent sont réciproques à son mental paisible. Si c'est un mental paisible heureux, les choses vont s'adapter en fonction de la résonance de son bonheur. Il y avait des problèmes d'argent, ça va se résoudre. Autrement dit, on est continuellement en train de faire vibrer l'énergie qui est autour de nous. On est en lien avec cette énergie. Et ce n'est pas une énergie qui est juste terrestre. C'est une énergie qui est cosmique. C'est une énergie qui est à l'origine de l'univers.
qui est à l'origine de toute chose. Donc, ça devient vraiment extraordinaire à ce moment-là de comprendre que notre paix nous branche avec une énergie qui est céleste, qui est à l'origine de toute chose, qui est à notre origine de notre propre plaisir, de notre propre naissance, qui est un appel au plaisir, au but ultime, qui est en fait l'auto-divinisation. C'est fantastique. Non seulement on est dans cette énergie, mais on l'utilise pour créer des choses qui sont absolument extraordinaires. La vie, à ce moment-là, elle vaut la peine d'être vécue. Avant ça, on est divisé, on a besoin de tout, parce que l'individu souffre d'un vide intérieur. Il pense qu'il a besoin de quelque chose. Manque d'absolu, manque de paix, manque d'être. Il court après tout sans rien atteindre, sans être capable de rien atteindre. Puis il n'a pas de but, il ne sait pas où aller, il est toujours à mauvaise place, au mauvais endroit. Quelqu'un qui est dans la sérénité, c'est tout à fait le contraire. Sans savoir pourquoi. Il est toujours au bon endroit, à la bonne place. S'il a la chance d'être fortuné, il va être capable d'arriver à garder sa fortune. Il ne sera pas animé par le doute, mais par le plaisir de vivre dans le moment présent. C'est facile à comprendre et c'est quelque chose qui doit être vécu. Mais avant, il faut comprendre la sérénité. La sérénité, si vous ne l'avez pas, c'est parce que le monde vous possède. C'est-à-dire l'inconscience. Plus on est vrai pour soi-même, plus le monde va nous sembler abstrait. Plus on est vrai pour le monde, plus notre intériorité, le rapport que l'on a avec nous, risque de nous sembler abstrait. Alors le monde n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous dire qui vous êtes. Ça ne veut pas dire de vous séparer du monde, mais le monde n'est pas une indication sur votre véritable identité. C'est simplement une sorte de cinéma. C'est un film auquel vous adhérez. Lorsque vous allez voir un film, vous acceptez que des comédiens que vous avez vus dans de nombreux films. Il y a des gens qui ont fait des centaines de films, je pense à Gérard Depardieu. Vous regardez un autre film, mais pour embarquer dans un film, il faut oublier que c'est un film. Il faut oublier que cet acteur a joué dans une centaine de films. Il faut accepter d'embarquer dans le jeu des comédiens. Et admettons que le comédien joue un rôle d'un inspecteur de police et que c'est un drame policier. Il faut entrer dans le personnage, dans le film, de tous ces acteurs qui ont joué de multiples rôles et se laisser hypnotiser à quelque part d'accorder une crédibilité au comédien dans lequel fait qu'on entre dans le film, sinon on sort de la salle de cinéma en disant voyons, c'est l'individu qui a joué hier dans un autre film là, où il faisait un bandit. Comment est-ce qu'il peut être inspecteur de police aujourd'hui? Je m'en vais. Alors vous voyez, il y a comme l'oubli de l'autre film pour entrer dans ce film. Alors ce que je veux dire, il en est de même avec la réalité. Les choses qui vous habitent, les pensées qui vous habitent, et le monde, comme vous le regardez, est un film. Pas toujours une matrice, mais un film, ça c'est sûr. Vous êtes libre cependant, lorsque vous passez à la conscience, de dire ce ne sont que des acteurs. Alors je sors de la salle de cinéma parce que ce film-là ne me plaît pas. Ou alors, vous pourriez dire dans la conscience, je reste dans la salle de cinéma parce que ce film-là m'intéresse.
Alors, vous avez le libre arbitre de regarder le film, comme vous avez le libre arbitre de sortir de la salle de cinéma. La majorité des gens attendent de mourir avant de sortir de la salle de cinéma. On peut simplement sortir de la salle de cinéma parce que quand on est dans une salle de cinéma, on ne sait pas quelle température qu'il fait dehors. On ne sait pas si c'est le jour ou le soir. On ne sait pas si c'est l'été ou l'hiver. Si vous essayez de vous souvenir des films que vous avez vus dans une salle de cinéma, essayez de vous souvenir si c'était en hiver ou en été. Ici, ça compte beaucoup au Québec, croyez-moi, la différence entre l'hiver et l'été. Est-ce que c'était l'automne? N'est-ce pas? Un film qu'on a vu il y a une dizaine d'années, si ce n'était pas à la télévision, vous étiez avec qui? Quelle personne vous a accompagné? N'est-ce pas? C'est un exercice. Vous allez voir que ce n'est pas toujours si simple que ça. Je regarde pour d'autres questions. Est-il possible de faire un reset? Donc, de rebooter. C'est dommage pour les Français. Mais je pense que vous allez comprendre le terme. De toutes ces pensées que nous avons projetées, donc des réalités qui sont en attente. Oui. Oui. On peut se rebooter complètement. Autrement dit, oui, il y a moyen de formater. Alors, je vais regarder la question complète. Excusez-moi, c'est une habitude que j'ai parce qu'il faut que je fasse la suite. Parce que c'est juste 2 lignes. Il faut que je clique sur la suite. Bon. Est-il possible de faire un reset de toutes les pensées que nous avons projetées? Oui. Bon. Et donc, de réaliser qui sont en attente de manifestation? Oui. Conséquence de ces pensées. Mais que l'on ne désire plus vivre? Oui. À partir du moment qu'on est conscient, on peut changer tout son futur. Non, on n'est pas obligé de subir un futur. Vous pouvez avoir été négatif toute votre vie. À partir du moment où vous avez la sérénité, c'est fini avec la mémoire. C'est ça le reset. La sérénité, c'est le reboot. Parce que la sérénité n'est pas connectée à aucune forme de mémoire. Même si vous n'êtes pas capable de garder votre sérénité à longueur de journée, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est au moins d'avoir de la sérénité, ne serait-ce que 3 minutes par semaine. Ça reboot. C'est pas nécessaire que vous soyez continuellement en train de surveiller vos pensées. C'est juste que quand vous entrez dans la sérénité, vous rebootez automatiquement, même si c'est 3 minutes par semaine. À un moment donné, ça peut devenir 3 minutes par jour. À un moment donné, ça peut devenir 1 heure par jour. Mais quand on commence, c'est parfaitement possible de faire un reset de toutes les pensées négatives. Mais c'est sûr, il est certain, qu'un enfant qui a été aimé, désiré, qu'il y a eu grand-papa qui l'a aimé, que son père l'a aimé, que sa mère l'a aimé. C'est sûr que ces gens-là ont de plus beaux souvenirs et c'est beaucoup plus facile pour eux de faire des projets parce qu'ils ne sont pas aux prises avec une vision d'eux qui est destructive. Alors, c'est des gens qui partent gagnants. Par contre, quelqu'un qui a eu un passé très difficile pourrait parfaitement, en retrouvant de la sérénité, rebooter et être aussi gagnant en oubliant, puis en passant à une autre réalité, parce qu'on ne peut pas passer toute sa vie à être négatif, mais il faut faire intervenir sa volonté. Alors ça, c'est une question très importante. Il faut faire intervenir sa volonté, puis sa volonté, c'est quoi? C'est dire, j'ai assez souffert. Je ne souffrirai pas d'un futur. D'abord, je n'ai pas le temps. Je ne veux pas gâcher toute ma vie pour un passé qui n'a pas été adéquat, pour les gens ignorants que nous avons dans notre vie probablement tous rencontrés, mais c'est un choix. Il y a des gens qui sentent un vide intérieur et qui peuvent se nourrir par du négatif, parce que ça les remplit. Et j'ai vu des gens comme ça se rendre à l'assèchement,
comme s'il s'était complètement autodétruit, comme s'il s'était auto-anéanti. C'est un mécanisme qui est extrêmement connu en psychologie. Malheureusement, un individu peut choisir une destruction physique, il peut avoir des accidents. Les états d'esprit sont immensément importants. Alors, ceci dit, voilà. Alors oui, pour rebooter, oui, c'est pas parce qu'on a eu un passé merdique qu'on est obligé d'avoir une vie merdique. À partir du moment où il y a un travail sur soi, à partir du moment où vous arrivez à goûter la saveur du moment présent, le plaisir du moment présent, la jouissance du moment présent, et que vous vous donnez 3 minutes par semaine, il n'y a pas de « si j'avais plus de sous », si j'avais ceci, si j'avais rencontré une femme extraordinaire. Écoutez, on peut être avec une femme et en désirer une autre. On peut être seul puis désirer quelqu'un. Alors, désirer, c'est quelque chose qui n'arrête pas. C'est de la maladie. C'est de la souffrance. Être au niveau mental, c'est passer son temps à chercher quelque chose de futile. C'est passer son temps à chercher quelque chose, mais c'est surtout se refuser le bonheur de vivre dans le moment présent. Alors, il y a toujours des excuses pour quelqu'un qui veut souffrir. C'est clair, ça. Surtout le mental. Le mental, lui, il attend juste ça. Lui. Il aime ça penser, il aime ça se torturer. Le mental, là, il aime ça souffrir. Ah, si j'avais un autre emploi, si j'avais ceci, si j'avais cela. Mais oui, mais il n'y a pas de sérénité. Et à ce moment-là, un état mental comme ça attire de la tristesse, de la peine, puis c'est encore plus difficile de vivre. C'est ça la mécanicité du rapport que l'on a avec l'énergie. Alors, on est 31 personnes en ce dimanche. Je regarde, c'est des belles questions. C'est des belles questions. J'aime beaucoup vos questions. Peut-on dire qu'être dans la réalité, c'est être dans l'émotivité sans penser? Non. Ça veut dire bien penser. Ça veut dire penser avec sérénité. Ça veut dire penser en termes de projet, mais pas souffrir du projet qui n'est pas encore réalisé. On peut avoir un projet sans devenir fou. C'est avoir des projets, mais on ne souffre pas parce que c'est pas là, parce qu'on est bien maintenant. Il y a des gens, là, je voudrais quelque chose, mais parce que c'est pas arrivé, je le disais au début, les gens se sentent mal. Et ça empêche les projets d'arriver avec facilité. Moi, je me sens bien. J'ai beaucoup de projets. C'est en lavant de la vaisselle que, je dis, il y a tel truc. Et je me dis, tiens, ça vient se rajouter comme un sourire en me disant, je peux faire ci, je peux faire ça. Regardez, c'est un projet de pouvoir vous parler. Et puis, mais sauf que j'ai pensé longtemps. Puis je ne l'ai jamais fait. Puis à un moment donné, par plaisir, j'ai dit, je branche un micro, je branche ça, je fais un Facebook direct, puis là on se voit, c'est un plaisir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si je suis extrêmement heureux d'être avec vous, ne soyez pas triste, je vais être heureux sans vous aussi. mais j'aime tellement savourer le plaisir d'être avec vous. Alors, c'est ne pas avoir besoin du monde, mais c'est avoir le plaisir d'être avec les gens. Alors, c'est ça qui est différent. On entend beaucoup parler de archontes. Les archontes, je ne sais pas c'est quoi. Archontes, là, je me risque pas. Ça doit être une bébite comme des petits gris, ça, je ne sais pas c'est quoi. Ou des anges, je ne sais pas quoi. Ceux-ci, c'est pas simplement des pas. On a une capacité extraordinaire à se projeter dans toutes sortes de formes. D'accord? Bon.
permettez-moi, Baptiste, de partager avec vous. OK, je pense qu'il est en train de parler à quelqu'un. Pas sûr de ça. J'ai trouvé la sérénité il y a déjà 30 ans en vivant dans le ici, maintenant, point final. Euh, oui, 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 je suis bien d'accord avec ça. Moi, ça ressemble beaucoup à ça. Je suis toujours dans le ici, maintenant, puis très peu de projection dans le futur. Par contre, dans le futur, il arrive pour le mieux. J'ai commencé par entendre parler du ici, maintenant, il y a 45 ans. Je l'ai mis en pratique. J'étais déjà prédisposé. Le monde n'est pas la source de mon bonheur, mais j'ai plaisir à rencontrer des gens intelligents. J'ai donc pratiqué le ici maintenant, puis à un moment donné, ce n'était plus une pratique, c'est un état d'être. Et cet état de puissance a changé complètement les événements qui m'arrivaient. J'entends souvent les gens me parler d'horreur, je ne vis pas d'horreur. Je ne regarde pas non plus des films d'horreur. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça peut être des gens, hein, je m'en vais dans un restaurant où j'entends des gens qui commencent à parler de maladie, je m'en vais. Je ne veux pas adhérer à un manque de conscience. C'est-à-dire que les gens qui parlent de ça, c'est pour remplir un vide. Viens, on va parler de problème. Non. Non, 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 non. Pas avec moi. Pas avec moi. No. Oui, j'ai revu le film La Matrice justement hier. Effectivement, on vit dans une composition psychologique destructive d'un monde qui fait pression sur nous. Alors, il y a plusieurs matrices. Mais la plus importante des matrices, c'est une matrice sociale. C'est-à-dire un entendement de la... Monsieur Smith, dans le film La Matrice, c'est la loi générale. Veston, cravate, tout ça. Puis tout le monde se ressemble. Un peu comme des maisons, là, faites tout en série sur une rue. Le monde manque d'originalité parce que tout le monde ressemble à tout le monde. Les gens n'ont même pas de personnalité. Ils ont des colorations psychiques, c'est-à-dire des styles de problèmes. C'est quand je vois souvent des jeunes de 22, 23 ans que je me dis c'est triste, il est déjà marié, puis je le vois déjà dans son divorce, puis dans sa pension alimentaire. Mais quand tu en vois 50 en ligne, parce que tu t'en vas dans comment je peux dire, les grands magasins à rayons, là, les grandes chaînes, je croise des regards, je vois des gens, j'ai dit, mon Dieu, que les gens se ressemblent. Alors oui, on vit dans une matrice parce que les gens sont totalement inconscients, ne sont pas éveillés. Puis lorsqu'on est éveillé, vous allez me dire, est-ce qu'on arrête de se marier puis de faire des enfants? Non. Cependant, on sait qui on approche. Puis ça reste longtemps. Puis quand on fait des enfants heureux. Ça, c'est la grande différence. Parce qu'on rencontre des gens qui nous ressemblent. On rencontre des gens avec lesquels on est en affinité. C'est ça, sortir de la matrice. Sortir de la matrice, c'est entrer dans la conscience. Là, tu peux casser la gueule de M. Smith. Puis c'est là que tu acquiers le kung-fu, que tu acquiers tous les arts martiaux pour te battre contre le manque d'intelligence. Mais c'est une bataille qui ne fait pas mal. Être, c'est commander la réalité. Ne pas être, c'est faire la même chose. C'est commander la réalité, mais ça ne sera pas la nôtre. Ça va être celle de la matrice, c'est-à-dire de la pensée collective. On ne peut pas être une pensée collective lorsqu'on possède un moi. Cependant, lorsqu'on possède un moi, qui n'est pas un moi religieux, qui n'est pas un moi familial, c'est ça la matrice, qui n'est pas un moi qui appartient au monde, on peut retourner vers le monde, mais librement.
Et le monde devient donc un cinéma de plaisir. Ça devient un film intéressant. C'est un peu comme si vous aviez la capacité de côtoyer des gens qui vous ressemblent. C'est un phénomène extraordinaire que j'avais commencé à vivre à 15 ans. Et je rencontrais souvent des gens qui avaient 22, 23 ans, dont une compagne, quand j'avais 15 ans. On avait une différence d'âge. Elle me dit, c'est très étrange que tu arrives à comprendre ça. Toutes sortes de choses compliquées de la vie. Ben oui, parce que je parlais des choses essentielles. Fait que ça, je l'avais déjà à 15 ans. Mais pour le monsieur tantôt qui m'a posé la question, c'est pas parce qu'on est rendu à 50 ans qu'on peut pas rebooter. On peut rebooter totalement à 50 ans. Parce qu'on a de l'expérience. Et parce qu'à 50 ans, 60 ans, on peut être tanné de souffrir. On peut être fatigué de souffrir et on peut dire non, je ne veux plus de souffrance. Et juste cette décision-là est suffisante pour changer la réalité. Parce que quand on dit non, je ne veux plus souffrir, ça a été assez difficile, je dis non. À partir du moment où on dit non, on change le modus operandi et on peut sortir de la matrice du monde. Alors vous allez me dire comment ça se produit. Ben, vous êtes en France, puis admettons que vous n'êtes pas heureux, vous pouvez dire moi je change de pays, je m'en vais ailleurs, je fais autre chose. Il va venir des idées. Mais plus que des idées, la facilité qui vient avec les idées. C'est ça, sortir de la matrice. C'est que la facilité apparaît. C'est extraordinaire. Je vais aller voir les questions. Oui, il y a une synchronicité qui vient avec... lorsqu'on se met au monde, puis qu'on sort de la matrice, nous rencontrons une synchronicité égale à notre paix. Maintenant, pour un individu inconscient, il va rencontrer la synchronicité égale à sa tristesse. Nous pouvons rencontrer notre synchronicité égale à notre enfer. Moi, je préconise simplement de sortir de l'enfer. Ça prend quelqu'un qui a le goût de vivre. Maintenant, il y a des médecins qui découvrent des maladies maniaco-dépressives. Évidemment, à force d'avoir une idée de soi qui est triste, on peut développer une chimie neurologique qui va en fonction de cette tristesse-là. Et à ce moment-là, ben, on se retrouve dans des endroits de la matrice où les gens prennent 40%, ici au Québec, un peu moins de 40% des gens, particulièrement des femmes, puis aussi il y a des hommes, prennent des antidépresseurs. Écoutez, tout le monde n'est pas maniaco-dépressif, là. Il y a beaucoup trop d'antidépresseurs qui se prennent à travers le monde, dans les pays très développés, ça n'a pas de sens. Parce que les gens ne s'habitent pas. Ils habitent le monde, ils veulent performer, ils veulent, ça leur prend tel salaire pour acheter ceci, cela. Évidemment qu'on arrive au bout du rouleau. Ça, c'est être dans la matrice. C'est entrer dans un film qui ne nous appartient pas. On peut simplement dire non. Et lorsque vous allez dire non à cette souffrance-là, vérifiez ce qui va se passer dans votre vie. Vérifiez les choses nouvelles qui vont apparaître dans notre vie. Parce que la vie est continuellement de la magie. On vit dans un monde d'énergie et non pas véritablement dans un monde de ce qui nous semble être de la matière. La matière, c'est une démonstration de l'énergie et non le contraire. J'ai les deux synchronicités, ça m'a fait rire. C'est juste dans quel mode
c'est assez marrant au cinéma. Je ne suis pas toujours sûr de bien saisir de la question. On est toutes les synchronicités du monde, mes chers amis. Je vais aller voir si j'ai pas oublié de questions. Ah ouais, j'ai bien répondu, ça va très bien. Je vous rappelle toujours, hey, c'est les commerciaux, le temps d'une pause, et je vous reviens. Alors je dis pour les gens qui veulent avoir un abonnement, ben, vous allez voir toutes mes conférences maison. Ça, c'est 100 $ canadiens. Ça veut simplement dire 68 €. Je ne crois pas que vous allez vous ruiner. Ça veut dire 24 conférences par année. Une consultation privée de 30 minutes. C'est inclus dans le montant, ça. Et ça vous donne des priorités sur les questions que vous voulez me poser. Alors, c'est assez... Je pense que je suis un bon investissement. Ça, c'est des pensées que j'ai eues à un moment donné, j'ai dit. Puis en même temps, c'est pas frustrant. Parce que je me dis, les gens qui viennent ici, ils payent. Puis je me dis en même temps, bien, vous aurez des conférences en privé. Et puis vous allez avoir accès aux conférences. Je vais vous envoyer ça. 68 € avec une consultation privée de 30 minutes. Je pense que c'est une très bonne offre. Une très, très, très bonne offre. Sortez de la matrice. Croyez-vous qu'il faut aborder les phénomènes paranormaux d'une manière quantique? Quelle est mon opinion là-dessus? Je pense que oui. 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 Je pense qu'il y a un rapport entre la physique quantique et les phénomènes paranormaux. Oui. En fait, on vit dans un univers dont on ne connaît pas tout. Alors, imaginez-vous que vous êtes un homme de science, présentement. Alors, vous pensez, selon votre époque, selon les choses que l'on connaît, l'homme de science, là, excusez pour le microphone, l'homme de science dans 10 000 ans, là, et on va penser comment? Il y a combien de choses qu'on ne sait pas? Alors, je ne crois pas que la magie est mystérieuse, ou que le phénomène de conscientisation qui fait arriver les événements au-delà de l'espace et du temps est un phénomène mystérieux. Mais que c'est un phénomène qui peut être très bien rattaché à la physique quantique. Absolument. C'est la science de demain. Sauf que cette science-là va être explicable. On va pouvoir la comprendre. Mais pour le moment, avons-nous le temps d'attendre? Moi, je regarde, est-ce que ça fonctionne? C'est tout. Je fais des ateliers ici sur la santé. Est-ce que ça fonctionne? C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que les explications scientifiques, on va les avoir un jour. Dans 300 ans, dans 3000 ans. Avons-nous le temps d'attendre? Non. Quand il y a quelqu'un qui me disait tantôt, moi je vis dans l'ici et maintenant depuis 30 ans, ça marche. Si ça marche, si ça fonctionne, le fait de vivre dans le moment présent, de regarder plutôt le côté positif des choses, ben ça change. Maintenant, est-ce qu'on change une civilisation comme ça? Bien, quand toute la civilisation va être modifiée, on va entrer dans une autre civilisation. On va choisir nos films. Je n'adhère pas à la maladie. Je n'ai jamais été malade. J'ai mis fin à des rhumes répétitifs que j'avais dans les années 80. J'ai dit, c'est assez. Je fumais aussi jusqu'au début de l'année 2000. Un jour, j'ai pris mon paquet de cigarettes. Je l'ai placé sur une table et ça a été fini. Ah, il s'est produit des changements physiques. Voilà que je monte une côte. Ça, c'est la semaine qui a suivi l'arrêt de la nicotine sans patch. Moi, quand je prends une décision, je la prends comme ça. Fling! Il n'y a pas de négociation. J'ai regardé mon paquet de cigarettes, j'ai dit c'était le dernier. Et ce qui s'est produit, c'est que je pouvais monter une côte. Moi, je montais là 3 marches, j'étais essoufflé. Et la semaine qui a suivi, ça a été fantastique de vivre ça. J'ai monté une côte là, à pic, puis je prenais mon pouls, puis mon cœur battait lentement. Je dis, c'est-tu extraordinaire? Donc,
il y a une idée de la nicotine dans le corps et qui finalement va sur les surrénales, excite. Donc, ça a été une expérience dans les 4-5 jours qui a suivi l'arrêt de la cigarette. Et il y a une dépendance hypnotique, beaucoup plus que physique. C'est ce qui est le plus pénible, c'était tous les moments où je prenais une cigarette. Ça pouvait être en prenant un café, ça pouvait être lorsque j'allais me coucher le soir, je prenais toujours une cigarette. Et puis tous ces moments-là, c'est là qu'il a fallu que je travaille ma volonté. Il me dit non. Alors il y avait comme toutes les habitudes psychologiques. Alors que la nicotine s'est passée en une semaine, c'est tous les moments cinématographiques, enregistrés, psychiques, qu'on est intoxiqué. On pense que la cigarette est un ami, alors que c'est en train de nous tuer. Alors moi, je me suis dit, j'arrête parce que sinon, je ne vivrai pas vieux. On ne peut pas être conscient et s'empoisonner. Donc, moi, j'ai compris que pour moi, ça n'était plus quelque chose de bon. Je ne veux pas dire d'arrêter de fumer. Si vous avez encore envie de fumer, allez-y. Moi, j'ai arrêté de fumer parce que je ressentais que ça allait me détruire. Et je voulais aussi me lancer un défi, tout un défi, sans patch. J'ai arrêté. Évidemment, j'ai pris du poids. Bon, écoutez, il n'y a rien de parfait. Là. Voilà. Pensez-vous que je me bats avec un miroir? Voyons. Ça finit plus. Se battre contre soi, c'est fatigant. Ça commence à 1 an, puis ça finit à 100 ans. Je peux pas passer ma vie à me battre contre moi-même. Il y a des moments donnés où je prends du poids, Il y a des moments donnés où j'en perds. Mais je ne suis pas un individu qui va commencer à se battre en disant, là, il faut une diète, il faut ci, il faut ça, il faut que je coupe le sucre. Non. Je deviens trop frustré. Et ça crée des pensées négatives. La cigarette, j'ai arrêté ça parce que j'ai ressenti que c'était pas bon pour moi. Et j'ai regardé des gens dans ma famille, puis je leur avais suggéré d'arrêter de fumer. Donc une sœur, un frère. Puis je ressentais que c'était pas bon. Puis j'ai été très, très poli. Je leur ai dit ça très, très doucement. Mais finalement, ils n'étaient pas prêts. Fait qu'ils sont décédés tous les deux. Environ 1 an après. Voilà. Je ressentais cette chose-là. On est voyant ou on ne l'est pas, tu sais. Mais on ne peut pas changer le monde quand il n'est pas prêt. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Ces gens-là ne m'avaient pas demandé mon opinion. Je leur avais donné quand même parce que, tu disais, hey, écoute, là, je le vois, là, c'est sérieux. Mais quand quelqu'un n'est pas prêt, pas prêt. Ça, pousser sur les gens, ça, moi, je ne crois pas à ça. Donnez-vous un grand cadeau dans votre vie. La sérénité vient avec une chose. Arrêtez de pousser sur le monde. Vous pouvez le dire tranquillement. Puis si vous ressentez qu'ils ne peuvent pas le prendre même tranquillement, s'il vous plaît, ne dites rien. Gardez votre paix. C'est tellement plus facile. On va aller voir les questions. Quelle a été l'importance de Carl Gustav Jung dans ma vie? Une belle importance. Jung est un hypergénie. Jung était un mystique, c'est aussi un bouddhiste. Je n'adhère à aucune religion, mais Jung avait compris que l'extérieur pouvait être provoqué par l'intérieur. Donc Jung est une des premières personnes à comprendre qu'il y a une divinité en soi, qu'il y a une puissance absolument extraordinaire qui peut faire arriver les événements, et la synchronicité est à la rencontre entre le phénomène extérieur et l'intériorité. Donc, Carl Gustav Jung prend une importance très grande dans ma vision des choses, puisque dans 1970, il est venu confirmer ce que je pensais déjà. Je dis, c'est le fun, c'est extraordinaire, je rencontre
exactement un individu qui pense comme moi. Il y a eu Jung, il y a eu un peu après une sorte de famille jungienne. Il y a eu Bertrand Meyerst, Jacques Vallée. Je soupçonne que Jacques Vallée, l'ufologue, Jacques Vallée soit jungien, parce que il avait placé la relation entre l'apparition des phénomènes insolites de la parapsychologie et de l'ufologie, donc les UFO, les ovnis, en relation avec la psyché humaine, qui était d'ailleurs le titre du dernier livre de Carl Gustav Jung, Un mythe moderne. Les ovnis, un mythe moderne, écrit en 1961. Alors, on a compris quelque chose d'extraordinaire. L'homme est très puissant. L'être humain est très puissant. Il est très puissant pour réaliser des choses extraordinaires. Il peut aussi réaliser des conneries extraordinaires. Mais moi, j'ai sorti de la salle de cinéma. Je vais voir des bons films, des films qui me plaisent. Quand une réalité ne fait pas mon affaire, je ne change pas le monde. Je change mes pensées. C'est plus facile. Alors, des questions? Ouais, on est rendu à 36. C'est assez fantastique. Là, il y a Bob qui dit Jérémie, il parle à Jérémie. OK, d'accord, ça, c'est pas une question. C'est un immense plaisir. Un immense plaisir. Je regarde les nouvelles questions. Il n'y a pas de nouvelles questions. Il faut dire que j'essaie de dire les choses avec une grande précision. Donc, sans vouloir partir dans une conférence, l'erreur est humaine. L'être humain ne serait-il pas une erreur? Ça dépend. Êtes-vous une erreur pour vous-même? C'est vraiment... C'est un peu chien, ça. Je ne me considère pas comme un être humain. Bien qu'étant humain, je me considère comme étant divin. Ça va créer un froid. OK. Je suis un être humain habile. Ça va comme ça. Un être humain, l'histoire des humains, elle est terrible. Des guerres, des massacres. Je veux plus entendre parler des humains. Je veux entendre parler... je me rappelle de ma première conférence en 1986, qui était Les mutants sont parmi nous et l'homme-dieu. Ça a été mes 2 premières conférences. Je crois qu'il faut se sortir de l'humanité puis entrer dans la divinité. C'est-à-dire, dit simplement, là, parce qu'il y a des gens qui vont monter sur leurs grands chevaux. Je dis simplement que l'être humain a le pouvoir de se donner une meilleure réalité. Mais cette meilleure réalité-là n'arrivera pas. Elle n'arrive pas par l'humain. Elle arrive pour moi. Elle arrive pour celui qui est conscient. Elle arrive pour celui qui a effectué un travail sur lui. Donc, je ne peux pas me considérer comme un humain. Parce que ça serait dire je suis dans la matrice, puis je suis un robot inconscient. Pour moi, l'être humain n'est pas dans la conscience. Pas du tout. Il a l'intuition de sa conscience, mais il finit toujours par passer à côté. L'être humain, pour moi, c'est souffrir. Alors, je me sors du conditionnement de l'humanité. Je n'appartiens pas à l'humanité. Vous allez me dire que je suis bizarre. Juste le fait de penser à ça me sort de la mémoire akashique de l'humain. Prenez par exemple, c'est un peu comme un extraterrestre. Il y a des gens qui parmi vous croient à l'astrologie. C'est très bien. C'est l'étude de la mémoire akashique de l'humanité.
et de l'impact qu'elle a sur nous. Pour un extraterrestre, est-ce que vous croyez que les planètes vont avoir une influence sur lui? Il n'appartient pas à l'historicité de la Terre. Il n'y a pas d'impact d'astrologie pour lui. La Lune n'aura même pas d'influence. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand je dis que je ne suis pas humain, je veux dire que je n'adhère plus à la mémoire akashique de l'être humain et que je suis, pour moi, dans le moment présent, le jour premier de mon bonheur. Je commence maintenant. Ça veut dire que je nais maintenant et que je n'appartiens pas à l'historicité et à la tristesse du sempiternel pareil de la race humaine. Vous comprenez cette chose-là? C'est une manière de penser. Je choisis mon film, je sors de la salle de cinéma, ou alors je regarde un autre film qui est intéressant, et à ce moment-là, ce n'est pas humain, c'est surhumain, c'est autre chose. Mais ce n'est plus humain. Nous avons été humains dans une humanité depuis 6000 ans, et ça fait 6000 ans de merde. C'est assez. Voilà où je place l'être humain. Quand l'être humain deviendra plus intéressant, je serai peut-être humain. Au sens de plaisant à vivre. Vivons-nous dans une civilisation plaisante? On n'a jamais vécu, depuis l'aube de l'humanité, dans une civilisation plaisante. Hey, je vais me faire fâcher. Dites-moi pas que je suis humain. Hey, humain, trop humain. Oh, quelqu'un qui m'a posé une question à 25 lignes. Wow. Alors, Jérémie. OK, Jérémie parle à quelqu'un. OK, c'est correct, c'est parfait. Alors, vous comprenez les nuances. Ce sont des nuances. Ne pas être humain ne veut pas dire que je me prends pour quelqu'un d'autre. Ça veut simplement dire que je me prends pour moi-même. C'est un individu qui vit une vie pas compliquée. Tantôt, je suis allé à l'épicerie. Hein. Il y a des gens qui sont allés étudier aux Indes pour faire apparaître une pomme. Ils ont payé un cours de 10 000 $. Moi, je vais aller à l'épicerie et j'en fais apparaître 10 dans mon panier. Ça a coûté l'équivalent de 4 € à peu près. Pourquoi rendre si compliqué des choses simples? Ils apparaissent, les pommes, les oranges. Je me fais un délicieux jus d'orange en pressant. Le goûter de ça, c'est extraordinaire. Hein? Autrefois, c'était de l'eau. Puis là, c'est un jus d'orange. Puis je savoure ça. Alors, je reconnais la divinité dans une orange. Je reconnais tout le processus absolument extraordinaire que ça a pris pour devenir un jus sucré absolument extraordinaire. Écoutez, c'est pas un miracle, ça. C'est fantastique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans un jus d'orange. Comment c'est devenu un jus d'orange? Puis encore là, je parle même pas des atomes qui viennent des étoiles, qui font partie de mon jus d'orange. Parce que vous allez être un petit peu étourdi. C'est inhumain de vous torturer comme ça. Attends un petit peu. Que moi, je vous torture comme ça. Comment voyez-vous la société évoluer? Je ne la vois jamais évoluer. Comme disait Schopenhauer, c'est un carnaval du sempiternel pareil. Je vais quand même répondre à votre question. Mais je vais regarder la suite. Pensez-vous que la pensée créatrice commune pourrait améliorer la société? Non. Ou alors c'est notre propre pensée créatrice qui peut, à notre propre niveau, nous faire changer de dimension? Oui. Pas une terre parallèle. Il n'y a pas de monde parallèle. Ce que j'appelle des fuites par en avant. C'est pas nécessaire. Quand je sors d'une salle de cinéma parce que le film ne fait pas mon bonheur, j'entre pas dans un monde parallèle. J'entre en moi-même. J'entre en moi-même.
J'entre dans ma sérénité, j'entre dans ma paix. Je viens de quitter les univers parallèles. C'est différent. Les gens qui ne vivent pas leur vie sont dans des univers parallèles. Vivre en soi, vivre dans sa sérénité, c'est ne plus être dans un monde parallèle. C'est être en soi. Le parallèle est fini, là. C'est l'inverse. Voilà. Alors, on ne change pas de dimension. On entre dans notre dimension. Ce n'est pas pareil. Peux-tu nous évoquer ton meilleur souvenir de synchronicité? Écoutez, j'en aurais 600. C'est à tous les jours que je vis ça, la synchronicité. Faudrait que ça me vienne, là. C'est parce que là, je suis en train de chercher dans une librairie. Oh my God. C'est des choses... Un meilleur souvenir, non, mais un souvenir parmi tant d'autres, c'est quelqu'un que je réfléchissais, puis que j'avais pas vu depuis à peu près 12 ans. Et finalement, je me promène, je m'en vais au centre-ville de Montréal, et puis je le rencontre. Alors on s'est assis au restaurant, je lui dis, veux-tu croire que je pensais à toi il y a 2 jours ou hier? Et puis il me répond, non. Ça devient embêtant. Ça devient embêtant. Parce qu'on se dit, voyons donc, la personne, elle va se dire, il me dit ça pour me faire plaisir. Tu sais. C'est des trucs comme ça. En général, je vais plutôt utiliser la magie pour... comment je pourrais dire? Me rendre la vie facile. Donc, pour moi, ça fait partie de ma vie à tous les jours. Il faudrait que je fouille sur des milliers de choses. Qu'est-ce qui est amusant? La vie pratique. C'est comme si vous allez acheter quelque chose que vous voulez, mais il tombe en spécial 1 heure avant. Puis la personne qui l'a étiqueté dit, c'est en spécial, ils viennent juste de tomber en spécial. Vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, mais ça vient de descendre de prix. Ce genre de truc-là. Je vis une vie qui est magique. Écoutez, la synchronicité, c'est comme de dire, je fais de la cuisine, j'ai une fourchette. C'est petit dans la cuisine. La synchronicité, elle est extraordinaire, mais c'est juste un outil, c'est juste une démonstration de toute une magie qui est fantastique. Puis je peux pas arriver à décrire toutes ces choses-là. C'est trop fantastique, c'est trop extraordinaire. Peut-être un événement. Oui, un événement. J'étais en vélo. Ça remonte peut-être en 2001, 2002. Et je me sentais seul. J'étais bien sur le vélo, tout ça, puis je me suis dit, ça serait donc fantastique de rencontrer une personne qui a tel physique et qui est extraordinairement agréable. Et bien ça, je m'en souviendrai toujours parce que j'ouvre les yeux, puis il y avait exactement cette personne-là devant moi. Et puis on a commencé à parler, ça s'est fait d'une facilité extraordinaire. On s'est ramassé dans un petit restaurant et j'ai rencontré des gens fantastiques. Et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance illimitée de faire des choses dans la vie qui est absolument extraordinaire. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible que ça puisse nous arriver. Et il est apparu un être vraiment fantastique, d'une psychologie extraordinaire. Et finalement, je me suis retrouvé dans un groupe de gens. Et on pensait tous la même chose. Alors ça s'est vécu à l'intérieur d'1 heure.
Fait que ça a été un moment assez exceptionnel. De voir que l'autre n'est pas si différent de moi lorsqu'on a la même conscience. Alors, ça m'a permis de ne pas me sentir seul. Ça, c'est une expérience assez extraordinaire, surtout que j'ai rencontré plusieurs personnes cette heure-là. Donc, je pars du vélo, j'ai aucune intention, à part de faire du vélo, puis je rencontre devant moi une personne qui est extraordinaire, puis ensuite, elle me présente à des gens extraordinaires, puis on est tout un groupe de gens qui pensons exactement la même chose. J'ai vécu ça. Voilà. La dématérialisation du corps physique est-il possible sur cette planète? Pour que quelqu'un trouve sa paix. Bon. Là, on parle d'une nouvelle civilisation. L'être humain ne vivra pas indéfiniment dans un corps matériel. Un jour, il va avoir la capacité de se dématérialiser dans une civilisation future. Ça va être une autre race, ça va être une autre civilisation, ça va être une autre énergie. On ne vivra pas continuellement sur le plan de la matière. Mais vivre dans un corps, c'est un phénomène qui est intéressant. Il y a des gens qui veulent se dématérialiser immédiatement parce qu'ils ne sont pas bien dans leur psychologie. Mais un jour, l'être humain va être bien dans sa psychologie, puis il va passer à un autre niveau de la conscience, et à ce moment-là, il va totalement se dématérialiser. Et je sais qu'il y a eu un individu que j'ai vu en 1958 à la télévision, que j'étais enfant, puis il avait dit cette chose-là. Puis je l'avais toujours retenu, c'était Salvatore Dali. Il avait dit cette phrase, puis j'ai retrouvé l'interview de 1958 sur YouTube, où je vois Salvatore Dali en train de dire « Je vois l'être humain qui s'évapore et qui se dématérialise. » C'est clair et net que Salvatore Dali avait une intuition absolument extraordinaire. C'était un très grand métaphysicien, en plus d'être un très grand peintre. Oui, l'être humain va se dématérialiser un jour et il n'habitera pas continuellement dans la dimension matérielle. On n'est pas là. Mais les gens qui font du remote viewing, les gens qui se projettent hors corps, commencent à pratiquer une forme de dématérialisation. Et nous allons entrer dans une science immatérialiste. D'ailleurs, il ne faut pas oublier ceci. Lorsque nous regardons l'électronique, lorsque nous parlons en ce moment, et que je peux parler à des gens à l'autre bout de la planète, avec 6 heures de différence, jamais dans les années 60, on aurait imaginé cette chose-là, sauf dans la science-fiction. Il y a dans l'électronique une projection de la magie. Il y a dans l'électronique une tentative de dématérialisation. Alors, un jour, ça va être possible de se rendre dans un autre pays facilement, même avec notre corps. Mais on n'est pas rendu là. On peut cependant se projeter dans n'importe quel endroit, instantanément, puis voir la pièce, rencontrer des gens. Ces choses-là sont possibles. C'est des choses que je pratique. Alors, est-ce qu'on va se dématérialiser complètement de la planète? Réponse, oui. Non, il n'y a pas de débarquement extraterrestre pour nous aider. C'est interdit. Nous sommes soumis, dans la masse des gens, il n'y a pas assez de conscience. Nous sommes soumis à des lois. Les extraterrestres sont soumis à des lois. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Les extraterrestres ont une capacité. La raison pour laquelle il y a du phénomène ovni. Le phénomène ovni existe pour donner intuition à l'homme d'une autre intelligence qui est changée dans sa vibration. Le but de l'apparition
des ovnis et de leur disparition, de leur démonstration, c'est de faire vibrer le mental de l'homme. Et en faisant vibrer le mental de l'homme, ça lui inspire de passer à une autre intelligence. Point final. Ça, c'est le but des ovnis. D'accord? C'est le seul droit qui est donné présentement aux extraterrestres. Mais leur vrai niveau de vibration est tellement élevé qu'ils n'appartiennent plus à la matérialité du monde. Et c'est la raison pour laquelle le phénomène ovni, c'est une plaisanterie, c'est un film, le phénomène ovni. Mais il est réel. Mais ce qu'il va donner dans l'impression psychologique des individus, c'est une inspiration à aller au-delà de sa petite manière de penser. C'est comme dire à l'homme, il y a autre chose. Point final. C'est ça le but depuis les années 40. Ça a commencé dans la science-fiction dans les années 20. Puis ensuite, dans les années 47, on a commencé à compiler. C'est juste pour changer la vibration du mental de l'être humain. Mais il est interdit, il est totalement interdit aux extraterrestres de se manifester au niveau matériel. Non seulement il est interdit aux extraterrestres de se matérialiser, mais il est interdit d'avoir un film clair. Vous aurez beau avoir tous les smartphones, ça ne sera jamais possible. Plus vous avez une caméra sur vous, plus ils savent. Puis c'est totalement interdit d'avoir des images claires des extraterrestres, parce que ça détruirait la composition psychologique de l'évolution humaine. Nous, on doit passer dans notre divinité. S'il apparaît des extraterrestres, ils deviennent pour nous des dieux. Alors, ça nous empêche de faire notre travail. Alors, ces lois-là sont régies. Autrefois, au Moyen-Âge, les gens pouvaient disparaître. Il y a des gens au Moyen-Âge qui pouvaient se dématérialiser et apparaître dans un autre endroit. Aujourd'hui, c'est interdit. Si c'est fait, une chose que je peux vous assurer, il n'y aura pas personne capable de filmer. Et si ça apparaît sur une pellicule, ça va être tellement flou qu'on ne pourra pas avoir accès à la certitude de ce qu'on a filmé. Ce qui est permis, ce sont des expériences psychologiques extrêmement puissantes et elles sont tellement impuissantes que vous ne pourrez même pas en parler à personne, sans risquer de passer pour fou. Parce qu'aujourd'hui, le but de l'énergie, c'est de rendre l'être humain plus intelligent par lui-même, en lui-même, à cause d'un travail qu'il va effectuer sur lui-même. Donc, le côté idolâtrie, le côté d'attendre après des extraterrestres pour nous aider, le côté d'être à genoux devant des divinités, c'est terminé. Donc, il y a des lois très sévères qui maintenant régissent une planète où les gens sont à fleur de peau parce qu'ils travaillent sur eux. La religion, tout ça, là, ça saute. On travaille sur nous. Quand on quitte une croyance religieuse, la métaphysique, la magie doit être expliquée à la conscience de l'être humain. Puis ça va être fait graduellement par des expériences que les êtres humains vont faire, auxquelles vous allez accéder, par des expériences que vous allez vivre, puis vous ne pourrez probablement pas trop en parler. Puis plus ça va être puissant, moins vous allez être capable d'en parler, parce que ça devient un travail personnel. Ça a été un immense plaisir de parler avec vous aujourd'hui. J'ai répondu aux questions que j'ai pu répondre, parce qu'à un moment donné, c'est intéressant. On va se revoir, soit dimanche prochain ou le dimanche d'après. Moi, je fais pas de projet. Je fais ça pour m'amuser. Je fais ça aussi parce que c'est intéressant. C'est un plaisir de communiquer avec vous, parler aux gens.
pouvoir amener cette information-là, puis expliquer à l'être humain pourquoi que ça se passe comme ça. Alors, je rappelle, encore une fois, pour les gens qui veulent voir mes conférences en France, c'est maintenant possible. 68 €. Ça, vous payez par PayPal. Vous allez trouver ça sur Facebook. Là. PayPal, vous appuyez dessus. Ça donne droit à une consultation de 30 minutes. C'est des gens qui veulent éclaircir quelque chose dans leur vie. Et grand plaisir. Et ça donne droit à des priorités au niveau des questions. Je pense que ce n'est pas une fortune. Vraiment, là. Alors, je vous remercie infiniment. Ça a été un immense plaisir. Puis on se voit soit dimanche prochain, soit le dimanche d'après. Merci pour toutes vos questions. C'est des belles questions. C'est des belles questions. C'est un immense plaisir. Alors, je vous dis un immense merci, puis je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine. On va expliquer plus les mystères, puis on va comprendre pourquoi ils existent, présentement, pourquoi il y a des choses qui sont occultées, puis pourquoi que tranquillement, quand on passe à la conscience, tout ce qui est occulte ne l'est plus. Oups! Ça va être le prochain. Dans les prochains sujets. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir à la prochaine, cher ami complice.